Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Mais tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir, de recevoir donc deux de tes élèves. Avec grand plaisir. Donc voici Sébastien. Et voici Cédric. Alors c'est vrai que nous avons l'habitude que ce soit toi qui mènes des interviews passionnantes autour du monde du violoncelle au travers de ta chaîne YouTube. Et donc c'est l'opportunité de mieux te connaître, de découvrir un peu ton parcours, de tes débuts jusqu'à maintenant. Ça me fait très plaisir et puis je trouve que c'est une initiative vraiment super de votre part d'avoir eu cette idée. Et je suis ravie de partager avec vous et avec toute la communauté les questions que vous allez me poser. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder tes premiers pas musicaux, nous souhaiterions regarder quelques images ensemble. Et nous en parlons juste après. C'est parti. Oui, je commence, vas-y. Très bien, ma belle. Je commence. Je fais Victoria. Fais l'autre. Quel âge avais-tu sur cette vidéo? Alors, sur cette vidéo, je devais avoir 5 ans et demi. Je pense que j'avais commencé le violoncelle il y a 2-3 mois. Donc, c'était encore tout frais. Voilà. Et tu fais partie d'une famille de musiciens? Alors, mes parents ne sont pas du tout musiciens, ils sont médecins, mais ils sont mélomanes, ils sont très attachés à la pratique artistique. Et donc, moi et mes sœurs, on a toutes fait de la musique. Donc, j'ai 4 sœurs. J'ai 3 sœurs aînées qui faisaient déjà du violon et du piano pendant longtemps, avant que moi je commence à faire du violoncelle. Donc c'est vrai qu'il y avait un vivier plein de musique, j'ai grandi là-dedans. Quand je suis née, il y avait déjà les vidéos qu'on voit où je suis tout bébé, il y a déjà ma sœur qui travaille son piano, l'autre qui venait de commencer le violon. Donc c'était très important pour ma famille. Donc toute la vie quotidienne était autour des conduites au conservatoire, des projets d'orchestre, de spectacle. Et donc c'était très occupé, toujours très actif. Et donc voilà, donc c'était génial d'avoir grandi là-dedans et on a toutes fait de la musique. Et tu te souviens de ton tout premier contact avec le violoncelle? Tu avais quel âge? Alors, en fait, mon premier contact avec le violoncelle, je devais avoir 5 ans et quelques mois. Mais mon premier contact avec la musique, vraiment, c'était avant, en fait. Parce que comme mes sœurs étaient déjà dans une pratique artistique, il y avait une émulation autour des projets du conservatoire. Et notamment autour du directeur de ce conservatoire, d'une toute petite ville de quelques milliers d'habitants, qui était un grand monsieur qui s'appelait Simon Grard. Et donc c'était le directeur du conservatoire, c'était le prof de violon de mes sœurs et c'était le chef de l'orchestre. Je ne sais pas comment il faisait, mais il avait une énergie complètement démesurée. Il arrivait à créer des projets avec des tout petits piou-piou qui ne savaient pas faire grand-chose, hein, des choses incroyables, des spectacles, des concerts plusieurs fois par an. Déjà, moi, j'allais au concert quand j'étais petite, j'allais voir mes sœurs, j'allais les chercher quand le stage était fini, à l'été. Ça, je m'en souviens. Et puis, surtout, j'ai déjà participé à ces spectacles avant même d'avoir commencé le violoncelle. Je me souviens même d'une fois où ils ont fait la Symphonie des Jouets, qui est une pièce d'orchestre qui a été attribuée longtemps à Haydn, en fait. Finalement, récemment, on a découvert que c'était pas lui. Mais c'est une pièce pour orchestre à cordes, c'est simple. Et il y a des petits jouets qui sont un peu mis en valeur. Donc il y a des appos, il y a les rossignols, les coucous, il y a la crécelle, il y en a un autre ou deux. Et il y a la caille. C'est un petit sifflet tout minus qui quand on souffle dedans, ça fait pi pi comme ça. Et donc moi, j'avais pas 5 ans, j'avais pas fait de violoncelle, pas de musique. Et j'avais déjà participé à un spectacle en faisant le petit piou-piou de la caille. En plus, c'était un solo, parce que c'est un moment où les cordes, elles font... c'est les violons, enfin, l'orchestre fait le premier temps, hein, et puis la caille, comme ça. Donc c'était... Et je me souviens...
de manière tellement vive de ce moment, d'avoir été sur scène, d'avoir été un peu stressée d'ailleurs, mais extrêmement responsable. C'était très important ce que je faisais. C'était, si je jouais pas, il n'y avait rien. Et il fallait que ça fonctionne, et je me sentais déjà envahie d'une mission de... Et ça, ce monsieur, Simon Grard, il réussissait à créer chez chaque enfant cette responsabilité, déjà cette exigence de vouloir bien faire, de faire partie d'un projet très important et de donner le meilleur de soi dans une bienveillance toujours évidemment extrême avec tous ces enfants, mais cette exigence, et il ne nous lâchait pas, il nous faisait recommencer, et ça c'était avant de commencer le violoncelle. Donc pour répondre à ta question, mon premier contact avec le violoncelle, j'avais déjà envie en fait de faire de la scène, de jouer et tout. Mon tout premier contact, je m'en souviens pas. Je me souviens de cours que j'ai eus avec mon premier professeur, mais plus tard, voilà, la première fois que j'ai touché un violoncelle, je m'en souviens pas, mais bon, en même temps c'est normal, je pense que j'étais toute petite. Donc tu t'en souviens pas, mais est-ce que tu sais si c'est plutôt tes parents qui t'ont orienté ou c'est toi qui allais vers l'instrument? Alors justement, je m'en souvenais plus, donc j'ai demandé à ma mère hier, avant que vous arriviez, et elle m'a dit « Désolée, virgule, c'était moi ». Je pense qu'en fait, donc mes sœurs faisaient du violon et du piano, et le violoncelle, bon c'était un tout petit conservatoire, c'était même pas un conservatoire, c'était une école de musique, donc il n'y avait pas non plus beaucoup d'instruments. Le prof de violoncelle était très 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 sympa, il faisait déjà partie des stages auxquels mes sœurs participaient, et des projets de concerts, et donc ça s'est fait comme ça. En fait, au milieu d'année, j'ai commencé parce que je voulais faire de la musique, et lui, il avait un peu de place, et surtout, il a dit à ma mère, est-ce qu'elle est comme ses sœurs, traduction, est-ce qu'elle est complètement hyperactive à faire n'importe quoi partout? Ma mère a dit non, elle est calme, ok, je la prends. En fait, mon premier professeur, donc c'est Jérôme Treille, et c'est quelqu'un qui a été extrêmement important pour moi parce que j'ai un souvenir qui est uniquement positif de tous les moments que j'ai pu avoir avec lui en cours. C'est quelqu'un qui a toujours dégagé une grande bonne humeur, une grande jovialité, et donc c'était un plaisir d'aller au cours, à mon cours toutes les semaines. Et donc j'ai surtout le souvenir qui m'a fait aimer le violoncelle, qu'on était dans le plaisir de jouer, de découvrir l'instrument, que c'était, il n'y avait pas de pression, il y avait de l'exigence, mais il n'y avait pas de pression. Et ça, je trouve ça très important. Je pense que c'est quelque chose qui est resté beaucoup chez moi, d'avoir l'exigence du détail à tous les niveaux, mais en se faisant plaisir tout de suite, en fait. Et donc, il y avait cette dimension-là, donc j'ai vraiment que des bons souvenirs. J'avais envie d'y aller, j'étais contente de partager ce moment, j'avais envie de travailler, de préparer, de m'améliorer, donc c'était toujours un plaisir. Alors, on sait tous que pour apprendre un instrument de musique, il faut travailler. Mais il fallait aussi que tu travailles à l'école. Alors, comment tu arrivais à organiser tout ça? Le travail de l'instrument et le travail de l'école? Ça, je pense que c'est vraiment familial. C'est-à-dire quand les parents suivent, quand il y a une organisation qui fait que ça fonctionne, que tout le monde se rend disponible pour que ça fonctionne. Et en l'occurrence, je pense surtout à ma mère qui a voulu faire en sorte qu'on puisse accéder à ces activités, qu'on puisse toujours avoir de satisfaire ces opportunités. Grâce à elle, j'ai pu avoir ces temps-là de qualité qui étaient au conservatoire, mais quand même du temps où j'étais aussi soutenue pour avancer dans ma scolarité. Donc ça, c'est vraiment l'entourage, l'environnement qui fait que ça a très bien fonctionné, parce qu'il y avait cette émulation familiale. Tout le monde faisait de la musique et c'était très centré autour de ça. Ma mère souvent, pas au début, mais plus tard, parfois j'avais des répétitions, un concert tard, j'ai parfois manqué l'école pour ça, et j'étais très contente parce que j'aurais très bien pu y aller, je pense, mais j'insistais un peu parce que oui, c'était fini tard quand même, et elle était toujours pro musique, pro projet artistique pour que ça puisse se faire, et à côté ça suivait quand même très bien parce que du coup elle était disponible. Et c'était une routine quotidienne? Tu travaillais ton instrument tous les jours, dès petite? Ah oui, quasiment. Parce qu'en fait, j'avais envie, c'était pas forcément très longtemps, j'avais pas des ambitions, c'était pas des... On m'a jamais dit qu'il fallait que je travaille pour devenir super forte, et il n'y avait pas cette émulation qu'on pourrait retrouver dans une famille de musiciens avec une exigence. Enfin, si moi, mes enfants font de la musique, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver plus vite.
j'espère pas le faire parce que voilà, c'est des pressions inutiles, mais peut-être qu'on peut pas s'en empêcher. Mais en tout cas, là, il n'y avait pas ça parce que mes parents étaient vraiment dans juste le fait que la pratique artistique développe l'enfant. Et donc, ça fait partie du développement artistique, du développement naturel qui permet de se construire. Donc, il y avait toujours cet encouragement. J'ai quelques souvenirs où des copains où étaient venus frapper à la porte et où j'y étais pas allée parce que je voulais rester avec mon violoncelle. Voilà. J'avais envie de passer du temps avec mon violoncelle. Bon, je faisais beaucoup de progrès, ça allait assez vite et donc mon professeur, donc Jérôme Treille, a parlé à mes parents et il leur a un peu fait comprendre que ce serait intéressant pour moi de rejoindre quelque chose un tout petit peu plus stimulant en fait, que l'école de musique toute simple, qu'il y avait vraiment une opportunité d'aller plus loin. Donc en fait, mes parents m'ont inscrit en classe CHAM, donc classe à horaire aménagé musique, et c'est quelque chose qui existe toujours et qui permet en fait aux enfants d'avoir une pratique de musique qui est vraiment intégrée à la pratique scolaire. Donc en fait, 2 jours par semaine, l'après-midi, on n'avait pas cours, on allait au conservatoire. On avait cours de solfège, chorale, cours d'instruments, tout ça. Donc au début, c'était juste du solfège et de la chorale, et puis plus tard, il y a eu d'autres cours plus avancés, mais en tout cas, à l'école primaire, c'était comme ça. Et donc là, je me suis retrouvée dans un autre bain. J'ai changé de conservatoire, donc j'ai continué encore à travailler avec Jérôme pendant quelques années, parce qu'il a continué à me soutenir, même quand je passais juste des concours même très avancés, je continuais à venir lui jouer des choses. Et je suis tombée dans une autre dynamique. C'était le conservatoire, c'était à Rueil-Malmaison, conservatoire donc très très grand, c'est une grosse machine, il y a, je dis pas de bêtises, il y a 1200 élèves, il y en avait à l'époque, donc pas la même échelle. Je me suis retrouvée donc dans une classe avec que des élèves qui pratiquaient de la musique, un peu de danse aussi, et c'est vrai que il y en avait qui étaient là juste parce qu'en général c'était des bonnes classes, les CHAM, donc il n'y avait pas d'ambition musicale, mais quand même il y avait une exigence, et puis forcément le programme scolaire était plus concentré, parce qu'il fallait aller plus vite, on avait moins de temps que les autres à l'école, donc il fallait aussi être bon. Alors, et pendant donc ces premières années, tu sentais que tu avais des prédispositions pour le violoncelle? Tu avais des points forts, des points faibles? Comment tu te sentais avec l'instrument? Alors oui, je pense qu'au début j'avais quand même pas mal de prédispositions parce qu'il y a eu tout cet engouement pour que je rejoigne les classes CHAM où j'étais pour être prise en charge. J'aimais beaucoup travailler, j'aimais beaucoup progresser, ça me faisait très plaisir. En plus, j'ai toujours, grâce à ce même Simon Grard, j'ai rejoint ensuite vers l'âge de 9-10 ans son orchestre, où j'étais toujours la plus petite, et puis j'étais très très fière d'être là, surtout d'avoir répétition tard, à 20h30, mardi, donc j'étais toujours très fière de participer à ça. Et j'ai eu ces premières expériences d'orchestre très tôt, où on jouait plein de choses différentes. C'était un orchestre à cordes, donc c'était quand même limité au niveau du répertoire, mais c'était des concertos de Vivaldi, Corelli, plein de choses. Il faisait aussi des opérettes avec un chœur. Et c'était tout de suite le projet de groupe. J'aimais beaucoup être là-dedans. Et donc ça, j'ai fait ça vraiment jusqu'au bac. J'ai continué comme ça. Alors, il y a eu des hauts et des bas, parce que c'est vrai que avec l'adolescence, avec les contraintes, les copains, l'affirmation de soi, j'ai eu quand même des moments où ça commence. C'était parfois plus difficile. J'avais pas envie de travailler mon instrument. J'étais pas passionnée 24 heures sur 24. Il y avait plein de moments où je me sentais déconnectée, où j'avais peut-être envie d'aller ailleurs, mais en même temps je savais pas où. Mais j'ai jamais arrêté et j'ai toujours été connectée à l'instrument, et ça a toujours fait partie de ma vie, donc j'imaginais pas faire autre chose. Donc j'avançais à mon rythme et ça restait un parcours somme toute très classique. Arrivée à la seconde, la classe de cham se terminait, c'était fini, donc on se retrouvait dans un lycée normal. Et là, j'ai été frappée de plein fouet par la scolarité, en fait. Tout d'un coup, je finissais à 18h, c'était pas possible, j'ai complètement... je me suis retrouvée dans une situation très difficile parce que j'arrivais plus du tout à concilier les deux. Donc, en fait, j'ai quitté l'école, j'ai terminé tout mon lycée au CNED, par correspondance. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait aussi un choix finalement de décider de m'investir à fond dans la musique et de décider quasiment à ce moment-là que ce serait mon métier, parce que voilà, j'avais quand même lâché quelque chose, quoi. Lâché aussi
Bon, pas de manière certaine, mais potentiellement l'idée de faire des études supérieures ailleurs, parce que voilà, quand on fait au CNED, tous les musiciens qui ont pu terminer, qui ont pu faire des études au CNED savent que du coup l'école c'est vraiment, voilà, un peu quand il reste du temps. J'ai passé mon bac en même temps que mon prix et en même temps que tout ça. C'était très très autour du violoncelle. J'avais un prix de musique de chambre en même temps et j'ai tout terminé la même année. Et c'était vraiment une super année, je me suis sentie super bien, j'avais l'impression d'être gagnante sur tous les points, parce qu'évidemment j'ai eu mon bac, j'ai eu mon prix, j'ai eu mes machins, et donc il y avait un élan super, quoi. J'ai terminé vraiment en beauté cette année-là. Donc une fois tu as eu ton bac en poche, comment se sont déroulées tes études supérieures et vers quoi tu es allée? Alors, en fait, ce qui s'est passé après mon bac, c'est que, à l'époque, pour les études supérieures, il n'y avait que 2 options en France. Il y avait Conservatoire de Paris, Conservatoire de Lyon. Et c'était 2 grands conservatoires supérieurs. Et il n'y avait pas vraiment d'autre manière, en France en tout cas, d'avoir le diplôme suivant. Licence master, quoi, qui permettait, le diplôme ne sert pas à grand-chose quand on passe un concours en violoncelle, mais ça permet quand même d'avancer, même pour valider les étapes et tout. Donc c'était difficile parce que le boulot était très très étranglé, très petit. Il y avait énormément de monde qui se présentait dans ces conservatoires. On se retrouvait à 150 violoncellistes, alors qu'il y avait 4 places. On se retrouvait tous dans des conservatoires où on faisait des classes après le prix. On se retrouvait tous comme ça, on était des jeunes, et on passait le concours. Donc en février, il y avait Paris, en septembre, il y avait Lyon. Et on allait voir les profs, qui étaient profs possiblement au conservatoire, pour essayer de progresser, de préparer le concours, de rentrer chez eux si possible. Voilà, donc c'était très 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 serré. Et donc moi j'ai un souvenir de ces années qui était en même temps super, parce qu'on était tous dans le même bain, on passait les concours ensemble, on préparait les mêmes programmes, on était vraiment dans la même énergie. Et en même temps, on arrivait au concours, et donc déjà il y avait la réduction après le premier tour où ils élaguaient 80% des personnes. Deuxième tour, nouveau programme, on se retrouvait parfois si on était 15, parfois on était 30, et là bam, ils en prennent 4. Donc moi là j'ai eu toute une série d'échecs, parce qu'en fait c'est facile, j'ai raté Paris, puis Lyon, puis Paris, puis Lyon, puis Paris, puis Lyon. Voilà. On avait 3 essais. Ah oui, pas plus de 3. Pas plus de 3. D'accord. Et à Paris, il fallait tous les épuiser avant 21 ans. Enfin, il faut toujours, je pense d'ailleurs. Ça dépend des instruments. Pour les instruments très compétitifs comme violon, piano, violoncelle, c'est 21. Après, pour les instruments comme la voix, par exemple, c'est beaucoup plus tard, parce qu'évidemment, à 21 ans, la voix n'est pas mature. Les instruments aussi de cuivre, tout ça, c'est compositeur, c'est 30 ans. Nous, c'était 21 ans, donc il y avait ce tic-tac, tic-tac. Et pourtant, on continuait, parce que ça s'enchaînait. L'été, et puis pendant toutes les vacances scolaires, je faisais des stages, donc j'allais voir un tel, une telle, pour travailler, pour continuer, pour s'accrocher, pas lâcher, se relever, toujours travailler. Et puis il y en avait qui rentraient, il y en avait qui en avaient marre, et donc qui allaient dans d'autres conservatoires, dans des pays où il y a plus de possibilités, notamment en Allemagne, où il y a quand même des Hochschule dans beaucoup de grandes villes principales, à Genève, la Haute École, à Londres, le Royal College. Il y a eu comme ça beaucoup de mes amis qui ont étudié ailleurs. Et puis, moi, en fait, je savais au fond de moi que je n'avais pas le profil. Je savais que ça ne marcherait pas, parce que quand je voyais les gens qui rentraient, je ne me voyais pas comme eux, en fait. Et je sentais qu'ils étaient... qu'eux, ils voulaient rentrer dans un orchestre, qu'ils voulaient faire plein de concours, et je sais pas pourquoi, moi je sais pas ce dont j'avais envie, mais c'était pas ça. Et donc à chaque fois, je donnais peut-être pas le meilleur de moi-même, j'étais peut-être pas aussi à fond, je travaillais peut-être pas assez, mais en tout cas, voilà, je suis pas rentrée, et je me suis retrouvée, donc 3 ans plus tard. Mais tu t'es jamais découragée? Non, parce que jamais dit, c'était je pas fais la autre chose, question. j'arrête. Non, c'était pas la question. En plus, ça rendait la pratique du violoncelle difficile. C'est-à-dire que, au lieu de jouer des pièces qui pouvaient nous faire rêver, qui pouvaient nous donner envie toujours d'avoir du plaisir au violoncelle, on se tapait des concertos qu'on appelle des saucissons de concours entre nous. Concerto de Goltermann, concerto de Romberg, concerto de Popper, concerto de Davidoff. Donc ça, c'était premier tour avec études de Popper. Souvent, on avait vaguement un mouvement de suite de Bach qui traînait par là, heureusement. C'était des pièces difficiles, et moi, c'est un moment où ça m'a enlevé le plaisir de jouer.
parce que tout était autour de la performance, du concours. Bon, après, au deuxième tour, on avait un concerto, on pouvait jouer Haydn, on pouvait jouer Shostakovich ou je sais plus, Dvorak, on pouvait jouer autre chose, mais il y avait une dimension technique, il fallait tellement travailler, et du coup, moi, j'avais toujours l'impression d'être derrière, de pas avoir le niveau, de pas réussir à faire les choses comme les autres, de galérer pour plein de trucs techniques. En fait, j'ai l'impression que pour le même point technique, il me fallait 10 fois plus de temps que les autres. Qu'il fallait toujours que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je savais pas pourquoi, moi, ça marchait pas. Et j'étais toujours en train de décortiquer le machin dans tous les sens, essayer de comprendre. En plus, il y avait un effet de compétition entre nous finalement qui se créait parce que on allait faire un stage dans un machin, une abbaye, voilà, on était 12, bam, dans sa salle toute la journée de 8h à 20h, on avait un cours et puis le reste du temps on travaillait dans sa chambre. Quand on était dans période de concours, c'était monacal, donc il y avait ce vide qui peut se créer autour de soi quand on est complètement obsédé par une idée fixe. Et puis surtout, si on rentrait pas dans le conservatoire, qu'est-ce qu'on allait faire, comment pouvait-on prétendre à la suite. Donc, à un moment, j'en ai eu marre, surtout que je pouvais plus me présenter, donc finalement, j'aurais eu le droit à une 4e fois, parce que quand on a eu un premier tour, il y a une 4e fois possible. Mais j'en ai eu marre, et j'ai dit, j'en ai marre. Donc, j'ai fait la même année un stage au Canada, un stage super. Je suis arrivée dans un autre monde. Déjà, j'ai pris l'avion, donc c'est quand même on a le temps on change d'état. Et j'arrive dans un stage où rien ne se passait comme en France. Rien n'était pareil. Les gens venaient donc de plein d'endroits différents. Bon, il y avait des Québécois, mais il y avait aussi des Américains, des Asiatiques, il y avait vraiment de tout. Et en rencontrant tous ces gens, je me suis, moi, retrouvée dans un état où j'ai l'impression que j'étais super stressée, toujours à penser à la technique, très exigeante, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire jamais contente de ce que je faisais, aussi donc du coup très centrée sur moi-même, avec de la difficulté de jouer avec les autres, de communiquer et de parler de plaisir. Et donc je me suis pris un vrai choc. Parce que soudain, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Moi, je fais pas ça pour ça. Je fais pas de la musique pour me retrouver dans cet état-là. Et donc, j'ai vécu un stage. Alors, c'était 1 mois en plus. Parce que normalement, les stages en France, ils duraient 1 semaine, 10 jours. Et là, c'était vraiment sur le temps long. C'était génial. Et j'ai eu que des nouvelles expériences, que des nouvelles rencontres, une manière de voir la musique complètement différente, avec en fait le système un peu nord-américain qui est d'abord dans la positivité et d'abord d'aller chercher en fait ce qu'il y a de bien chez les gens, quoi, tout simplement pour qu'ils te donnent ce qu'ils ont de bien, pour qu'ils te donnent ce qu'ils ont de mieux, et pas aller les chercher pas en les rabaissant, mais un peu à la dure, quoi, voilà. Donc j'ai eu vraiment le coup de cœur. Et l'année suivante, j'ai passé plein de concours aux États-Unis. C'était super. Même le jury était sympa. Enfin, après, c'est des Américains, donc même s'ils sont sympas, ça ne veut pas dire qu'ils te prennent, mais il y avait une autre manière de voir la vie, la musique, et donc ça m'a beaucoup plu. Donc je suis rentrée à 21 ans, dans une école qui s'appelle Mannes College. Et j'ai passé 5 années super. Alors, c'était pas évident tous les jours. New York, c'est une ville difficile pour vivre. Je sais pas si je pourrais refaire ça. C'est très, très intense. Ça dort jamais. C'est très actif. En plus, je parlais très mal anglais. Enfin, pas très mal, je me débrouillais, mais c'était pas facile. Heureusement, les Américains ont l'habitude des étrangers, mais il y avait d'autres problèmes. Écrire des devoirs en anglais, ça c'était difficile, donc je devais prendre des cours d'anglais. Rien que les notes qui sont... Oui, le système anglo-saxon qui est différent que nous, en solfège. Ben oui, parce qu'on ne dit pas do, ré, mi, on dit ABC, voilà. Donc c'était pas facile. Bon, après au conservatoire, quand on chante, à l'université, quand on chante les notes, ils chantent avec le nom des notes. Ils disent A, B, C, mais quand ils chantent, ils disent la, si, do. Ils chantent pas en lettres. Où ils font la. Tout d'un coup, se retrouver, j'étais la seule française de l'école, il y en avait une autre, on était 2, voilà. Et puis. C'est une sacrée aventure. Et coupée de ta famille, de ton cocon, t'es partie. D'un coup. D'un seul coup. D'un coup, ouais, d'un coup. Et en même temps, il y avait cette appétence de l'aventure, ce désir de découvrir, et puis vraiment cette attirance vers comment il fonctionne là-bas, cette positivité. Et en même temps, je suis un peu partie sur un échec. Je suis partie parce que j'étais pas rentrée au conservatoire. Et donc, il y avait
c'était une période de transition, voilà, D'accord. où je me cherchais, j'étais plus sûre de ce que je faisais, je prenais mon violoncelle, j'étais pas sûre de qu'est-ce que je voulais transmettre, parce qu'en fait, ça faisait 3 ans que je me posais plus cette question. Peut-être pour ça que ça n'a jamais marché, c'est parce que j'avais perdu le feu, en fait, à vouloir faire mes notes, à vouloir à améliorer ma technique. J'avais perdu le vrai sens de... Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à Manès, il y a eu cette rencontre avec, ce travail avec mon professeur Timothy Eddy, qui a donc été mon dernier professeur de violoncelle, et qui était vraiment un homme, mais d'une gentillesse, d'une intelligence, d'une profondeur, mais c'était une rencontre extrêmement importante pour moi. C'est un quartettiste qui était très très investi dans son travail en musique de chambre, en sonate, et donc il avait c'était un élève de Bernard Greenhouse, la génération quand même portée par Pablo Casals. C'était vraiment une manière de jouer qui était... qui a changé la mienne en fait. Non seulement il m'a fait faire énormément de progrès techniques, parce qu'il a pris le temps avec moi de recentrer toutes les choses, parce que Timothy Eddy, il ne te donne pas un cours de 59 minutes. Timothy Eddy, on travaille, et quand on a fini de travailler, on s'arrête. Et puis surtout, je ne savais jamais où il voulait en venir. Je lui jouais mon machin, en truc, et puis il commençait à me parler d'autres choses. Son chien, sa voiture... Un voyage qu'il a fait. À chaque fois, je me disais, mais il a écouté ce que j'ai fait ou je comprends pas. Et puis, il avait une discrétion comme ça, donc il parlait beaucoup. Je jouais pas beaucoup en cours. Il me parlait, et petit à petit, il arrivait à faire des connexions où finalement, il me parlait d'une phrase que j'avais jouée, donc telle mesure, donc je savais pas du tout qu'il parlait de cette mesure au début, où il venait me dire que voilà, comme ça, quel était le problème dans ce que j'avais fait, comment je pouvais l'améliorer, pourquoi la ligne de phrase n'était pas à ce moment-là organique. Et donc, même si j'avais raté 50 démanchés avant, c'était pas le problème, mais ça mettait en exergue un point très important et ça me nourrissait pour tout le reste. Alors qu'il m'avait fait travailler une note, tu vois. Bon, il y avait donc ce travail à faire après, d'avoir cette intelligence que j'ai appris à avoir petit à petit, d'appliquer tout ce qu'il me disait sur un truc à tout le reste. Mais c'était toujours très intéressant ces cours. Voilà. J'ai en plus eu la chance qu'ils me permettent d'enregistrer tous mes cours. Donc je les ai tous en fichier audio. Voilà. Donc j'arrivais avec mon Zoom H4. Et puis je le mettais sur le pupitre et j'enregistrais tout. Et voilà, c'est des moments très très précieux. Tu nous as dit justement que tu avais ressenti ne pas avoir le profil par rapport aux autres candidats au concours CNSM. Est-ce que tu dirais que pendant ces études aux États-Unis, tu as justement découvert ce qu'était ton profil? Exactement, absolument. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plein de choses enfouies à cause de ces concours ont pu, pendant mes études, aux États-Unis, être acceptées, s'ouvrir, et mon mode de jeu s'est créé en fait. J'ai vraiment commencé à trouver ma voie. J'ai commencé, alors que j'avais déjà 22-23 ans, c'est là où je me suis dit... je me souviens plus du jour exact, mais ça devait être un concert que j'ai fait ou une répétition, enfin un moment où je me suis sentie tout d'un coup remplie, et je me suis dit ah ouais, mais c'est génial en fait le violoncelle, c'est ça que je veux faire. Oui, bon cool, tu le fais déjà, mais en fait maintenant je veux vraiment le faire, je choisis de le faire parce que ça me plaît, j'ai retrouvé le plaisir, j'ai retrouvé ce plaisir, mais non seulement de jouer pour moi, mais aussi de jouer avec les autres et de créer un son ensemble, de partager des moments complètement indicibles, parce que la musique crée cette vibration, crée cette résonance qui fait qu'on se retrouve tous au même moment et personne d'autre peut le comprendre. Et donc c'est que ceux qui sont en train de jouer ensemble. Il y a ça qui s'est découvert et c'est quelque chose que j'avais dû ressentir plus petite, en tout cas que j'avais perdu. La manière dont Monsieur Eddy, ce qu'on appelait Mister Eddy, et nous on était la Team Eddy. C'était le jeu de mots entre ses élèves, Team T-E-A-M, donc, mais il s'appelait Team Eddy. Bon, bref, voilà. Donc, on avait tous des stickers sur nos violoncelles, Team Eddy. Donc c'était Monsieur Eddy. Il est allé chercher en moi ce qu'il y avait toujours eu et il a réussi à m'apprendre à l'intégrer à ma musique, tout en gardant une exigence absolue sur la technique. Et alors là, j'ai bossé. Et là, tout d'un coup, quand j'ai pas bossé 8 à 10 heures par jour pour préparer les concours de CNSM, même si j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Parce qu'il y avait ce blocage
de technique où c'était dur, j'y arrivais plus et j'étais fatiguée. Et là, à partir de là, ça a été 8 à 10 heures par jour, mais comme ça. Il fallait que je maîtrise ma technique, mais cette fois-ci, il y avait un but. Un vrai but qui avait du sens. Et donc, à ce moment-là, ça prenait tout son sens de donner toutes ces heures et de travailler à ce point-là. Donc, ça m'a complètement débloquée. J'ai découvert vraiment là-bas la communauté. Le fait de jouer avec d'autres, mais aussi d'apprécier les autres qui jouent. Je suis arrivée quand même un peu fermée aux États-Unis. Et donc, j'ai appris à réapprécier le jeu des autres. Cette fameuse Team Eddy, équipe où on se retrouvait tous, on était 5-6, et on se jouait les uns pour les autres, on s'entraidait pour les concours, on s'écoutait, et il n'y avait pas... J'ai fait tomber la barrière de la compétition, et plutôt construire celle de la confiance. Monsieur Eddy faisait en sorte de nous insuffler ses valeurs, il nous encourageait à nous retrouver toutes les semaines, à nous conseiller, à toujours dire quelque chose de positif avant de dire quelque chose de négatif. C'était la règle. Il fallait toujours d'abord dire que c'était bien, parce que ça, avant de donner des conseils pour progresser. Et ça, croyez-le ou non, parce que vous êtes mes élèves, donc vous êtes habitués, mais croyez-le ou non, moi, j'ai pas étudié de cette manière. Donc, c'est vrai que j'ai appris à d'abord penser à un truc positif avant de voir tout le tableau noir de toutes les choses négatives que je pouvais voir chez moi ou chez les autres. Et c'est quelque chose que au début, j'ai eu ce petit choc, mais très rapidement, c'est devenu ma seconde nature, c'est devenu quelque chose de ultra naturel pour moi que j'ai embrassé parce que ça m'a construite, ça m'a nourrie. C'était vraiment de belles années. J'étais très contente de vivre ça. Après, j'ai décidé de pas rester vivre aux États-Unis. J'avais envie de retourner en France, j'avais envie d'être proche de ma famille. C'était vraiment des raisons personnelles, familiales, voilà. En parallèle de ça, pendant toute ma scolarité, à Manès, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été très important pour moi, c'est la découverte de la viole de gambe. À Manès, j'ai rencontré, il y avait une option viole de gambe, enfin, une option musique ancienne que j'ai prise parce que j'y connaissais rien. J'ai vraiment rien du tout. J'avais toujours été touchée par tout type de musique, classique, romantique, baroque, mais il y avait eu tellement cette période compliquée que j'étais aussi... je m'étais éloignée d'écouter du violoncelle aussi. Donc là, je découvre un répertoire donc, sur le tard, finalement, 21, 22 ans, une manière de jouer, le violoncelle baroque, il y avait un prof de violoncelle baroque, et la viole de gambe. Et là, c'était un choc incroyable. Et là, tout d'un coup, c'était le répertoire. Donc, le répertoire de la viole de gambe, Marin-Marais, Sainte-Colombe, tous ceux qui l'entourent, ça a été... c'est le souffle d'ouverture encore plus que tout le répertoire du violoncelle. Voilà. Donc je me suis trouvé une viole de gambe, j'ai pris des cours, j'ai avancé et j'ai fait les deux instruments et je continuais à progresser au violoncelle, mais la viole de gambe prenait de plus en plus de place. Et c'est surtout le répertoire, c'est surtout la manière dont me faisait sentir toutes ces pièces de musique baroque et renaissance où je me sentais comme une enfant émerveillée qui découvrait la musique pour la première fois, c'était magique. Et donc, la dernière année, je me suis dit, si je prenais des vrais cours de viole de gambe à Paris, en fait, en revenant, je pourrais me spécialiser en plus en musique ancienne. Je jouais de la viole de gambe pas très bien. Ma technique de violoncelle m'avait aidée à avancer plus vite, mais au niveau du style, tout ça, il y avait tout à faire. Et j'ai rencontré Christophe Coin, qui est venu à New York donner des concerts à l'époque avec son quatuor Mosaïque. Ils ont fait plusieurs tournées en Amérique du Nord, et donc je l'ai rencontré plusieurs fois. On a discuté, il m'a donné des cours comme ça, dans sa chambre d'hôtel. Et puis mon professeur Timothy Eddy m'encourageait aussi, il se connaissait. Christophe Coin, il était professeur de violoncelle et de viole de gambe à Paris. Il m'a dit, présenter le concours. Donc j'y suis allée. J'ai pris l'avion juste pour aller passer le concours à Paris et revenir. Donc c'était dans l'autre sens, parce que c'était au plein milieu du mois de février, à Paris, toujours au mois de février. Donc je suis arrivée avec tous les démons. Et là, déjà c'était un peu plus cool en musique ancienne, parce que on était deux à se présenter. Le concours s'est super bien passé, je suis rentrée... Donc c'était waouh quoi, c'était ça me sécurisait vachement de rentrer de New York et d'avoir un endroit où aller pour avoir une vie sociale et puis des cours, continuer à me perfectionner. Donc du coup, la transition s'est faite simplement. J'ai terminé mon prix, mon master à New York, puis je suis revenue.
Et là, je me suis jetée dans la musique ancienne à 100%. J'avais 2 ans en fait au Conservatoire de Paris, j'ai fait qu'un master. Donc j'ai travaillé pareil avec la même énergie, le même souffle, énormément de bonheur de découvrir tout ce répertoire. C'était vraiment, vraiment magnifique. Alors je continue à faire du violoncelle parce que j'ai eu quelques cachetons, j'ai fait de l'orchestre, j'ai donné des cours. Puis même parfois j'ai joué en violoncelle baroque au Conservatoire de Paris parce qu'il manquait un violoncelle. J'ai fait même une tournée, enfin plusieurs projets, dont une tournée et puis d'autres projets où il fallait la double casquette, enfin un concert où il fallait violoncelle, et donc je jouais les deux. La viole a pris une place très importante et surtout je faisais plus que de la musique ancienne. Est-ce qu'à un moment donné, dans ton travail avec le violoncelle et la viole de gamme, tu as eu le sentiment de devoir faire un choix entre les deux? J'ai jamais eu le sentiment de devoir faire un choix comme si on me demandait de faire un choix, comme si quelqu'un d'extérieur me demandait de faire un choix. Jamais. J'ai toujours eu l'entière liberté de jouer des 2 instruments, de les travailler. J'ai toujours eu le temps de le faire. Mais il y a quand même eu des moments de pause. Quand je suis rentrée des États-Unis, même si j'ai dû jouer du violoncelle pour des projets et puis j'ai donné des cours, j'avais envie de faire de la viole toute la journée. Donc bon, le violoncelle, j'en faisais, mais je préparais plus des programmes comme je faisais quand j'en faisais à plein temps. Je faisais des programmes en viole de gambe. C'était le but d'être au CNSM à ce moment-là. Il y a eu d'autres périodes dans ma vie, selon les projets, où je me focus vraiment sur un seul instrument. Donc il y a parfois de longues périodes où je touche pas mon violoncelle, où je touche pas ma viole de gambe. C'est parce que j'ai du mal à faire les deux tous les jours. Moi, je peux faire les deux dans un concert, je peux bien sûr travailler les deux tous les jours, j'ai aucun problème de passer de l'un à l'autre, mais ils représentent pas la même personne. La viole de gamme, c'est un instrument que j'ai choisi. Ça m'appartenait à moi et soudain, j'ai eu ce coup de cœur pour la viole de gamme, alors que le violoncelle, bon, on me l'a mis dans les mains et j'en ai fait, ça m'a jamais quitté, c'était toujours là, donc très bien. Mais il y a plus de casseroles. À la viole de gamme, j'ai finalement eu très peu d'échecs. Dans le sens où je me suis pas laissée réembarquer dans une spirale où j'aurais pu avoir des échecs. J'ai jamais voulu passer de concours. Terminé. De toute façon, j'ai toujours détesté ça. Donc, quand j'ai vu que de toute façon, ça marchait pas, je me suis pas acharnée du tout. À la viole, j'avais plus de liberté pour faire ce que je voulais. Donc, je me suis pas mis de limite, je me suis pas mis de pression. Et donc, il y a toujours eu c'est toujours un peu plus cool de jouer de la viole de gambe. Alors que le violoncelle, voilà, il y a le poids de la technique, il y a le poids des années. Mais bon, ça va mieux aussi. Aujourd'hui, quand tu montes sur scène, est-ce que tu as encore le trac? Comment tu gères ça? Le trac, oui, toujours. Pendant longtemps, j'ai essayé de gommer le trac et je faisais tout pour ça. Des exercices de respiration, faire de la méditation, des choses parce que j'étais persuadée que le trac était destructeur, qu'il allait m'empêcher de jouer. Donc effectivement, c'est ce qui se passait. Je jouais sur scène et j'étais très stressée et donc je ratais les choses techniques. J'essayais d'enlever le trac. Mais sans trac, il n'y a pas d'énergie. Et il n'y a pas d'adrénaline. Et donc, les quelques fois où j'ai réussi, c'était nul. C'était nul parce que on ne peut pas jouer sur scène comme on joue chez soi. Il n'y a pas la même énergie. On ne joue pas pour le même public, on ne joue pas pour la personne qui est au fond de la salle ou qui est tout en haut. On joue pour soi et il n'y a pas du tout la même adrénaline, tout simplement. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin du trac, mais j'avais pas... Il ne s'agissait pas de l'effacer, il s'agissait même pas de le dominer, parce que dominer, ça a une connotation un peu brutale. Ce serait plutôt comment vivre avec, comment l'utiliser. Je me suis orientée d'une autre manière vers le trac. J'ai commencé à l'accepter et même à le rechercher. Il s'agissait d'une prise de décision, de ritualiser l'arrivée sur scène pour que le trac reste à sa place. Et ça, je l'ai beaucoup travaillé chez moi. Donc, arriver sur scène d'une certaine manière et ritualiser ça en disant, bah voilà, tu arrives sur scène, tu t'assieds, tu places ta pique au bon endroit, tu vérifies qu'elle est bien fixée. Les partitions doivent être préparées à l'avance. Tu dois avoir préparé ton programme parce qu'il faut être sécure. Et à ce moment-là, tu peux commencer à jouer. Et donc, je sais pas, le fait de ritualiser ça avec le trac qui accompagne, finalement, ça me permettait de garder une belle énergie. Mais ça a arrêté d'être destructeur à un moment. Je ne sais pas exactement quand, mais petit à petit. Et tu as déjà eu des imprévus pendant un concert?
En fait, oui, bien sûr. L'imprévu classique, c'est jouer dans une église et ne pas avoir pensé à prendre sa planche, parce que dans une église sur une pierre, c'est pas un sol en bois d'une scène. Donc là, on se retrouve à glisser. J'ai eu des expériences comme ça un peu malheureuses où c'était difficile de terminer le concert parce que voilà. Donc ça, il faut pas oublier sa planche. Et puis il y a un truc qui m'est arrivé aussi qui était rigolo. Mais on m'a fait un gag en fait. J'ai fait un stage un jour avec l'un de mes profs et avant le concert, on jouait en nocturne de violoncelle à la fin du concert et pendant le concert, je commence à jouer puis je comprends pas, mon archet ça va pas du tout, il y a un problème. Et en fait, il y avait un rigolo qui avait enlevé la mèche de mon archet, qui avait fait un tour, qu'il avait remis. Donc la mèche était twistée en fait. Donc c'était super dur de jouer, on n'entendait rien et j'ai mis un temps fou à m'en rendre compte et ils étaient tous là à ricaner derrière. C'était drôle. J'avoue que ça m'a fait vraiment rigoler. J'étais tellement surprise, je pensais pas on avait le droit de faire ça, on enlevait la mèche et la remettre et c'était vraiment drôle. Ouais. Donc c'est plus pour rigoler quoi. Il y a un autre truc qui m'est arrivé, c'était pas drôle sur le moment, mais en fait, a posteriori, je trouve ça rigolo, c'est que toujours dans cette histoire de me spécialiser dans la musique baroque et d'en être passionnée, j'étais devenue un peu une puriste avec les cordes en boyau, tout ça. Donc j'étais là avec mes cordes et puis il fallait toujours tester de nouvelles choses, échanger les calibres et les tensions. Et j'allais chez mon luthier 2 fois par semaine. C'était vraiment une super expérience à vivre aussi, de découvrir son instrument de cette manière-là. Parce que le violoncelle, on se pose moins de questions parce que c'est un instrument moderne qui est assez fixe. Alors que la viole de gambe, il faut toujours bouger l'âme, un truc à faire. Et donc j'étais dans mon truc baroque. Et on m'a appelé pour un enregistrement d'un film. J'ai venu au violoncelle, moderne, mais j'ai eu envie de venir en corde en boyau. Boyau filé, parce que j'étais dans mon truc en disant je ne joue plus sur corde en métal. Et du coup, j'ai passé une très mauvaise journée parce que les cordes en boyau, même filées, c'est-à-dire même ça ressemble à des cordes en métal, donc voilà. On ne peut pas s'accorder avec les petites vis du cordier, on s'accorde que là-haut. Et j'étais dans une forêt de musiciens qui s'accordaient très rapidement, où l'accord ne bougeait pas. Moi, mon accord bougeait tout le temps, mais le monde n'était pas le même. C'était que des modernes qui n'avaient pas du tout besoin de se réaccorder toutes les 15 minutes et tout. Et donc, ça a été dur. Bon, j'ai géré parce que voilà. Mais en plein milieu de l'enregistrement, il y a mon dos qui a comme et le chef m'a regardé comme ça. Tout le monde a cru qu'il y avait un problème et moi, je me réaccordais vite fait, mais pour moi, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai vu aussi les deux mondes, cette sorte pas d'intolérance, mais de léger agacement des modernes. Et je me suis dit, non, en fait, quand je vais faire un enregistrement moderne, il faut que je prenne mon costume moderne. Ça m'a un peu recadré par rapport au monde du travail, où les expériences qu'on peut faire, c'est super intéressant. Mais il y a un moment où on s'adapte aussi, et j'ai vraiment appris quelque chose, c'était une leçon. Voilà. Bon, ça n'a pas eu de conséquences du tout, ça s'est très bien passé. Mais je me rappelle avoir été mal à l'aise toute la journée parce que je n'avais pas le bon matériel, à cause de mes convictions que de mes recherches. On va revenir un tout petit peu sur la musique ancienne. Donc effectivement, tu t'es spécialisée dans la musique ancienne du XVIe et XVIIe siècle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette passion et surtout ce que ça t'apporte en fait, cette musique? Il y a toute une dimension de son où au violoncelle, on va beaucoup façonner le son, on va beaucoup chercher à dominer l'instrument, à aller dans ses limites, à aller chercher les sons, les faire sonner partout. Il faut que ce soit toujours homogène, il faut que ce soit puissant, il faut que le prisme des nuances soit extrême. Il faut faire des triples pianos et des quadruples fortés. Le vibrato, les choses comme ça. Donc il y a un façonnage du son au violoncelle moderne. Et ce qui a été incroyable dans la découverte de la musique ancienne et par rapport à l'instrument, ça a été le fait que de laisser parler l'instrument beaucoup plus. Parce qu'une viole de gambe, c'est très capricieux. On ne peut pas vraiment lui décider quoi que ce soit. Il faut la laisser être, la laisser parler. Et la corde en boyau est très capricieuse. Si on ne la laisse pas respirer, s'exprimer, et qu'il n'y a pas c'est pas pile au bon endroit, on peut pas forcer sur une corde en boyau, ça sonne pas. On peut pas décider de tout d'un coup rien jouer, ça sonnera pas.
il faut le bon dosage de résonance, le bon dosage de pression, mais surtout, faut la laisser nous dire comment elle veut sonner. Et donc, c'est une approche qui m'a tout de suite séduite dans la manière de jouer un instrument ancien. Et petit à petit, c'est quelque chose que, du coup, j'ai essayé de transposer au violoncelle et de chercher au violoncelle aussi une manière de laisser l'instrument plus libre et de chercher à juste soutenir cette résonance et pas à trop façonner. Mais ça, je trouve que c'est plus difficile avec les répertoires modernes de ne pas rentrer dans ce détail de façonnage, et je pense que c'est normal aussi, et c'est pour ça qu'en musique ancienne, il y avait ce souffle très très naturel, il y avait quelque chose de très organique, cette dimension de résonance qui m'a énormément attirée. Est-ce que c'est une musique qui te correspond plus, te parle plus ou résonne plus en toi? Bien sûr, la musique baroque, enfin Renaissance et baroque, c'est aussi un répertoire qui m'a passionnée dès le début, et quand j'écoute ce genre de répertoire, je suis touchée. Alors, je ne pourrais pas forcément dire pourquoi, parce que je suis aussi énormément touchée par une sonate de Brahms et énormément touchée par un concerto de Schumann. C'est très lié au fait de le jouer et d'avoir cette liberté en le jouant. Parce que j'adore Bach, en fait j'adore tous les compositeurs, chacun ont pu me toucher, chaque œuvre a pu me toucher, et donc en écoutant une suite de Marin Marais ou une suite de Bach jouée sur boyau ou choses comme ça m'a touchée encore plus profondément, parce que en le jouant, je ressentais moi-même une plus grande liberté, une plus grande émotion, parce qu'il y avait le laisser-parler de la corde en boyau, cette liberté de laisser l'instrument s'exprimer et de plus être aussi responsable de tout. Parce que quand on joue une sonate de Kodály ou un concerto de Shostakovich, ou même au concerto de Dvorak, enfin même des choses pas si tardives, il faut quand même façonner le son énormément, il y a des nuances qui sont extrêmes, et donc il y a quelque chose où il faut tenir la distance, c'est pas ultra naturel. Moi, je me réveille pas le matin en pouvant tourner mon violoncelle et jouer concerto de Dvorak comme ça. J'ai besoin d'un peu de temps quand même. Et je trouvais que en musique ancienne, il y avait une approche plus simple et plus organique, plus évidente. Et quand je prenais ma viole de gambe ou violoncelle baroque et que je jouais, eh bien, il y avait une évidence en fait. Il y avait une évidence, alors qu'il n'y avait pas cette évidence quand je jouais une concerto de Shostakovich. Il fallait que je cherche le style, il fallait que je travaille le style, que je façonne les choses. Et donc pour moi, ce n'était pas aussi évident. En musique ancienne, le dialogue, enfin le discours musical, les lignes musicales, l'harmonie me parlaient énormément, et donc j'arrivais à l'interpréter avec simplicité. Est-ce que tu as créé ton propre ensemble de musique baroque? Donc moi, j'étais vraiment passionnée par le consort de viol, c'est-à-dire le consort, c'est le fait de jouer ensemble à plusieurs violes de gambe. C'est comme l'équivalent du quatuor avec violon, alto, violoncelle, sauf que là, on a deux suites de viol, ténor de viol, basse de viol, violonné, et puis d'ailleurs, souvent, on est à 5, à 6 pour les consorts, mais c'est les instruments d'une même famille qui jouent ensemble. La différence avec les instruments du quatuor, c'est qu'un violoniste ne peut pas remplacer le violoncelliste, c'est des instruments complètement différents. Alors que en viole de gambe, chaque violiste peut jouer des autres viols de gambe. Donc du coup, c'est devenu vraiment une partie du répertoire donc plutôt Renaissance, donc plutôt 17e, qui m'a passionnée parce que quand on joue en consort de viol, les instruments d'une même famille ensemble, là on a, je parlais de résonance tout à l'heure, mais là c'est carrément, c'est vraiment des moments de partage incroyable. En plus, la musique de la Renaissance, c'est de la musique qui est souvent polyphonique. Donc, on n'a pas encore cette dimension qui est venue plus tard dans l'histoire de la musique avec une basse qui accompagne un soliste. On a ça petit à petit, mais le consort de viol a gardé le plus tardivement possible les lignes polyphoniques. Donc, on se retrouve avec, par exemple, 5 instruments qui jouent ensemble et chacun a sa ligne. Alors, évidemment, les tessitures sont différentes, mais on n'a pas une basse qui accompagne un dessus. On n'a pas du tout cette dimension-là. On a un déroulement de la musique qui est très horizontal. Donc, un morceau de consort, si on n'aime pas trop, on s'embête vite parce qu'il n'y a pas un fortissimo, un énorme crescendo qui arrive sur une explosion d'orchestre et puis tout d'un coup, tout le monde s'arrête et c'est pianissimo. Il n'y a pas le solo du hautbois au fond qui surprend. Il n'y a pas du tout ça. C'est une musique qui se déroule, qui peut durer 1 ou 10 ou 15 minutes. Il n'y a pas un spectre de nuances exceptionnel. C'est plus limité. Donc on cherche dans l'horizontalité, dans les frottements de chacune des lignes, ces sons.
qui existe, encore une fois je le précise, c'est vraiment très horizontal. Même si les notes à un moment sont jouées ensemble, on ne peut pas vraiment parler d'harmonie. Donc c'est une manière de jouer qui est complètement différente et ça m'a fascinée. Quand j'ai découvert ça, j'ai voulu faire que ça. Moi en fait, parfois quand je découvre un truc, tout d'un plus rien n'existe et je fais que ça. Donc j'ai créé un consort avec 4 viols et une chanteuse, avec lequel on a fait pas mal de concerts. On a fait une résidence aussi à Vézelay. Vézelay, c'est un lieu qui accueille beaucoup d'artistes et c'était vraiment une super expérience. Après, j'étais aussi dans mes débuts professionnels. Alors, je cherchais des concerts, je cherchais à contacter des directeurs de festivals pour avoir des concerts. Et c'est vrai que le consort, c'est pas forcément aussi vendeur que du Rameau, du Lully. C'est quelque chose d'un petit peu niché déjà dans la niche dans laquelle j'étais. Donc, du coup, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais c'était une expérience exceptionnelle. C'est l'une des choses que j'ai mieux faites, je pense, en ensemble. Et j'ai un souvenir de concert où on jouait, mais le temps s'est suspendu, mais c'était une sorte de... Enfin, on n'avait même plus besoin de lire notre partition, on n'avait même plus besoin de se connaître les départs, il y avait une sorte de fusion, et ça, quand on vit ça, vraiment, on est heureux d'être musicien, parce que c'est vraiment des moments... c'est des moments parfaits, en fait, des moments de suspension, et bon, voilà, c'était assez magique. Jeanne, peux-tu nous dire quand tu as commencé ta carrière d'enseignante? Alors j'ai commencé à donner des cours dans une petite école quand je vivais à New York. Donc c'était une petite école dans le Queens où j'avais 4 élèves. Et je prenais 1h30 pour y aller le dimanche matin. J'allais donner 2 heures de cours et je revenais. Donc c'était vraiment mes premières expériences avec l'enseignement et c'était intéressant. Je ne savais pas trop ce que je faisais à l'époque, dans le sens où déjà c'était une école Suzuki. Moi je ne connaissais rien à la méthode Suzuki, donc ils avaient leur bouquin Suzuki et moi je leur faisais travailler le truc, mais je ne savais pas si j'avais la bonne manière de faire. Donc bon, du coup je me suis un petit peu documentée, ça a commencé à m'intéresser. Et puis en rentrant à Paris, j'ai voulu, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai essayé d'avoir quelques élèves et puis de décrocher un poste quelque part. Donc au début, j'ai eu quelques élèves particuliers. Voilà, tout simplement comme beaucoup d'étudiants de mon âge, c'était vraiment très classique. Et après, j'ai eu un poste au conservatoire de Nancy. Donc voilà, je faisais aussi les allers-retours une fois par semaine. Et ensuite, j'ai eu un poste au conservatoire de Paris 6e, où pareil, j'avais 1 ou 2 jours de cours par semaine. Donc petit à petit, l'enseignement a pris une grande place dans ma vie. C'était vraiment un moment que j'aime partager avec les élèves parce que il y avait un échange en fait. J'aimais beaucoup l'échange verbal qu'on peut avoir avec un élève en ayant une conversation et aussi le fait de transmettre, mais j'apprenais énormément en fait en donnant des cours. J'apprenais beaucoup plus qu'en prenant des cours moi-même. Parce que de voir les difficultés rencontrées par un élève et de chercher pour les résoudre, ou l'aider à les résoudre, ça me ramenait à toute une période de ma vie où moi j'avais décortiqué toutes ces choses, où j'avais cherché pour résoudre moi-même ces choses-là et où on m'aidait. Et ça prenait une nouvelle dimension parce que là, c'était pas juste moi qu'il fallait réussir. Il fallait que je trouve un moyen de faire réussir l'élève, de faire avancer l'élève. Donc la responsabilité avait encore une fois un objectif beaucoup plus sain, beaucoup plus évident, d'aider l'autre plutôt que de soi-même arriver à faire un démanché pour réussir un concours où j'arrivais pas à voir plus loin. Et là, il y avait une dimension plus altruiste, un peu plus ouverte, où je voyais plus de sens dans l'objectif. Donc c'est ça qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup intéressée dans mes débuts à l'enseignement. Et tes débuts à l'enseignement, c'était uniquement avec des enfants? Non, les deux. J'ai eu des enfants, des adultes, les deux. C'était très variable. Par défaut, en cours particulier, j'ai souvent eu plus des adultes parce que les enfants, en général, ils ont une place dans un conservatoire. Mais au conservatoire, j'avais aussi des adultes. Ça dépendait du département. C'était très variable. Dans la pédagogie, tu identifies des différences quand tu t'adresses à des enfants ou quand tu t'adresses à des adultes? Bien sûr, c'est un apprentissage et une transmission qui est complètement différente. Les enfants, ils sont dans un cadre où déjà il y a un besoin d'autorité pour que le cours se passe bien. Il faut que ce soit cadré, il y a plusieurs étapes, c'est très ritualisé. Tout est micro-managé aussi sur l'année, il y a tout un tas d'étapes et il faut
faut sécuriser ça. Et donc, pour qu'un élève... Je me suis retrouvée, en fait, avec un cahier des charges très rigide aussi au conservatoire avec des enfants, où on commence l'année, on est le 15 septembre, 19 octobre, audition, concert de Noël. Donc, toujours peu d'espace, finalement, pour s'épanouir, moi m'épanouir en tant que professeur. Et bon, j'ai des collègues qui font ça admirablement bien, qui adorent l'enseignement des enfants, qui adorent les mener vraiment d'un point A à un point Z, de les accompagner toute leur scolarité. Mais moi, je me sentais brimée par la structure du conservatoire, en fait, tout simplement. Donc ça n'avait rien à voir avec les enfants, qui étaient très, très mignons, mais je me retrouvais pas forcément dans ce cadre. Les cours étaient courts, la structure un peu contraignante et le cahier des charges assez important. Donc du coup, en cours particulier, je me sentais plus libre. Déjà, je faisais ce que je voulais. On avait plus de temps. Je pouvais m'adapter vraiment à l'élève. J'avais pas besoin. Il n'y avait pas une structure entre l'élève et moi, avec un élève qui devait déjà coller à un moule pour que ça fonctionne dans la structure. Parce que j'ai aussi enseigné dans des grosses structures. Paris et Nancy, c'est des gros conservatoires. Et donc, ça n'avait rien à voir avec l'école de musique où moi j'ai étudié, qui se rapprochait beaucoup plus de ce que je pouvais faire en cours particulier. Là, il y avait donc cette contrainte, que moi j'ai vécu comme une contrainte. Je ne dis pas du tout que tous les établissements sont comme ça, mais en tout cas, l'idée de donner en cours particulier, j'avais cette liberté de pouvoir vraiment échanger, prendre le temps et m'adapter à l'élève. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par défaut, j'avais plus d'adultes dans mes cours particuliers, donc j'ai fini par en avoir pas mal. Voilà. Est-ce que c'est pas plus gratifiant d'enseigner à un enfant qu'un adulte? Parce qu'un enfant, tu lui fais découvrir la musique et tu peux l'emmener et il peut en faire sa carrière. Alors qu'un adulte, quand il vient apprendre de la musique avec toi, on est déjà, notre carrière est faite, on n'apprend pas l'instrument pour en faire notre carrière. En fait, le but, il est complètement différent. Bien sûr que c'est gratifiant d'accompagner un enfant et de le voir progresser. La marge de progression est gigantesque parce qu'on va de 0 à 100, que c'est magnifique. Moi, en fait, j'ai trouvé dans l'enseignement aux adultes, j'ai trouvé quelque chose qui m'a rempli, qui m'a épanouie. Parce que j'avais l'impression d'être vraiment utile. Donc il y a cette notion d'utilité et de se sentir exister grâce à ça. Et souvent les élèves me remerciaient pour un cours et moi j'avais envie de les remercier eux parce que j'étais tellement contente de voir que j'avais pu leur apporter autant. Et un enfant ne verbalise peut-être pas autant ça, donc le professeur se concentre surtout sur les résultats de l'enfant, les résultats et la progression. Et moi ça, très bien, mais ce qui m'a beaucoup apporté, c'est le fait d'avoir aidé quelqu'un, même si la progression n'a pas eu lieu ou a été petite. C'était pas le but en soi. Et donc, parce que quand un adulte joue de la musique, c'est pas pour jouer le concerto de Dvorak en concert dans 3 ans. C'est pour se faire plaisir aujourd'hui. Et donc, d'apporter ce plaisir à chaque cours, et en tout cas de permettre que ce plaisir ait lieu grâce à mon enseignement, grâce aux conseils qui peuvent aider à résoudre des problèmes, qui peuvent, même s'ils n'aident pas à les résoudre, eh bien, au moins à donner des clés pour commencer la réflexion. Voilà. Même si ce n'est pas grand-chose, cette reconnaissance naturelle en fait, que je pouvais avoir de la part d'élèves tout simplement en les aidant, eh ben, c'est devenu essentiel en fait, pour moi. Je ne m'étais pas aperçue avant à quel point ce que ça m'apportait, ça allait me devenir vital. Et aujourd'hui, toute ma démarche aujourd'hui, elle est autour de ça. Elle est autour de permettre à quelqu'un de se faire plaisir tout de suite et d'être toujours dans l'exigence, mais d'abord dans le plaisir immédiat. C'est génial ce que tu dis parce que du coup, tu nous offres une transition parfaite avec ton principe fondamental d'enseignement que tout le monde peut faire de la musique, quel que soit son âge, son niveau, ses ambitions. Tu dis qu'il y a un chemin de développement personnel et artistique pour chacun d'entre nous. C'est ta philosophie de l'enseignement en fait. C'est Absolument. Ta pierre de l'édifice. Absolument. Bah oui, tu as tout dit, hein, parce que c'est vrai que ce texte, je l'ai écrit il y a très longtemps et pourtant il est toujours aussi frais dans le sens où c'est quelque chose qui me conduit, qui m'inspire, qui me permet d'être heureuse en fait, tout simplement, parce que c'est ce qui m'a permis moi de trouver aussi ma voie, de me dire que mon chemin personnel artistique avait de la valeur. Donc moi aussi j'avais le droit de me faire plaisir en jouant, donc tous les autres aussi.
Quelles sont les qualités que tu as, ou que tu cherches d'ailleurs potentiellement aussi à encore développer, pour être un bon professeur selon toi? En fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est déjà d'accepter les gens comme ils sont. C'est-à-dire, quand j'accueille un élève, il n'y a aucune règle de base. Parfois, un élève peut arriver inquiet en disant bah non, parce que j'ai jamais fait de musique, ou attention parce que moi j'ai fait ça, alors moi j'ai commencé mais j'ai appris comme ça. En fait, à la base, il y a une souplesse totale pour accueillir un élève. Et ça, c'est très important parce que ça permet de construire quelque chose qui va fonctionner pour lui. Et pas rentrer dans un cadre en disant bon, alors moi j'utilise donc telle méthode, donc c'est comme ça, et donc d'aller insérer l'élève dans un cadre. C'est une solution qui peut, enfin moi que je trouve peut-être une solution de facilité, parce que le cadre existe, il est bien rodé, et les élèves ont juste à s'engouffrer dedans. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement de m'adapter à chacun. D'ailleurs, il y a quelque chose qui peut paraître contradictoire, parce que comme j'ai créé un cours qui s'adresse à tous, et qui est finalement le même, quand je fais des vidéos, ça s'adresse à tous, et ben on pourrait se dire, bon bah non, elle met tout le monde dans le même truc, mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à rassembler autant de gens, c'est que dans ces cours-là, je pense pas aux élèves, je pense à tous les élèves. Comme j'ai donné énormément de cours pendant des années et que j'ai adoré ça, j'ai expérimenté l'humain de nombreuses manières de voir la musique. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'était d'aller chercher chez chaque personne le petit truc en plus que je pouvais faire pour l'aider. J'ai essayé de garder cette exhaustivité dans mes cours pour accueillir le plus de monde. Donc finalement, j'ai probablement une méthode qui est aussi carrée, dans le sens où elle existe, il y a un sens, mais son aboutissement, son objectif, c'est de rassembler tous les profils. Et donc là, on en revient au fait que moi, j'avais pas le bon profil. J'ai voulu rassembler tous les profils. Donc c'est très lié en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment la qualité, ou en tout cas la caractéristique de mon enseignement, c'est de vouloir rassembler et de donner cette possibilité à chacun d'arriver à ses fins. Et tu as des professeurs qui t'ont inspiré dans la lignée de cette vision, quand toi tu étais élève? Bah oui, bien sûr. Jérôme, mon premier professeur, dans sa classe, il avait des petits piou-piou comme moi qui arrivaient, et il en a d'autres d'ailleurs qu'il a envoyés dans le milieu professionnel. Et il avait des amateurs qui sont toujours là, et notamment des personnes qui étaient là déjà adultes quand moi j'y étais, qui sont toujours dans sa classe aujourd'hui, qui ont continué leur parcours amateur. On appelle ça une évolution, même si les niveaux ne sont pas forcément validés dans l'ordre, mais il y a quand même une continuité, et puis il continue à donner des cours avec autant de plaisir. Timothy Eddy, ça a été incroyable, l'accueil dont j'ai bénéficié. C'était voilà, une période, il m'a accueilli à une période de ma vie qui n'était pas évidente, et il m'a complètement ouverte. C'était fantastique. Christophe Coin aussi, c'est grâce à lui que je suis rentrée au Conservatoire de Paris en viol de gamme. Il m'a préparée au concours, il m'a accueillie là-bas, et donc j'ai eu l'impression d'être acceptée, tout simplement. Quand as-tu eu l'idée de démarrer les tutos YouTube, et surtout comment et pourquoi en fait En fait, tout a commencé en 2020, en mars 2020. On a tous été confinés d'un coup, du jour au lendemain, et donc évidemment tous les concerts s'étaient arrêtés. Moi, j'avais une tournée en Équateur 2 semaines après qui s'est arrêtée. Du coup, les cours ont pu continuer un petit peu en distanciel. Donc au conservatoire, on a continué à donner nos cours et tout. Et moi, mes élèves particuliers, j'ai continué à les voir sur Zoom. Bon, comme tout le monde, j'aimais pas ça. C'était pas agréable, les problèmes de connexion, on n'entend pas le son. C'était difficile pour tout le monde. Tous les professeurs de musique, cette période-là a été un petit peu fatigante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, donc au tout début du confinement, devait être le 20 mars, j'ai une maman d'élève qui m'appelle et qui me dit oui, bon, la corde d'ambre a cassé. Comment je fais? Alors je dis aujourd'hui ça peut paraître évident parce qu'on est tous habitués, mais à l'époque j'ai fait comment je vais vous aider. J'essaye de lui expliquer comment remettre sa corde à distance, mais dire, nous on fait pas ça les profs, nous on remet la corde de l'élève, on lui apprend plus tard, mais là je devais apprendre à quelqu'un qui savait pas du tout faire de remettre sa corde, et donc ça a été un petit peu laborieux. Et c'était pas visuel, on était au téléphone, j'ai pas du tout eu le réflexe de l'apprendre sur Zoom ou quoi que ce soit. Du coup, le lendemain, mon mari me dit fais une vidéo
pour tes élèves, parce que, à mon avis, c'est pas la dernière. Là, ils se cassent leurs cordes. C'est vrai que j'avais des élèves tout petits qui savaient même pas s'accorder. Donc, et donc, il me dit, fais une vidéo. Alors, je fais une vidéo, un peu comme tout le monde, je mets mon téléphone sur le pupitre, et puis je fais une vidéo. Et puis je trouve ça pas mal, ça aide, enfin, ça l'a aidé en tout cas, elle. Et donc, mon mari me dit, mais fais ça bien. Fais ça bien. Moi, j'ai plein de matériel, parce que mon mari tourne des vidéos, interview des compositeurs de musique de film depuis longtemps, et donc, voilà, il avait du matériel. Et donc, il me dit, je t'installe ça, et moi, j'étais pas à l'aise à passer devant la caméra. En plus, là, vous le voyez, aujourd'hui, il y a des lumières, il y a des caméras, il fallait qu'il y ait 2 caméras, donc... c'était impressionnant, j'avais pas envie, je me disais c'est pas nécessaire, on pensait tous de toute façon que ça allait durer 15 jours cette histoire de confinement, et il m'a convaincue, donc j'ai fait une vidéo comment accorder son violoncelle et comment changer une corde de violoncelle. Et puis j'ai fait aussi d'autres vidéos dans la foulée parce que j'avais le même problème avec mes élèves de viol de gambe, et puis pour permettre la diffusion à mes élèves facilement, je l'ai posté sur YouTube. Et là, c'est en suivi beaucoup de retours, beaucoup de gens qui ont répondu, qui m'ont remercié déjà, et ça c'était très fort. À nouveau, on revient à cette utilité et se sentir nécessaire aux autres. J'ai aidé beaucoup de monde avec cette vidéo, il n'y en avait pas que mes élèves qui galéraient, voilà. J'ai des collègues profs qui m'ont dit, mais c'est génial ta vidéo, je montre à mes élèves comme ça, j'allais en faire une, j'avais fait un truc nul, mais la tienne elle est beaucoup mieux, je vais la donner à mes élèves, beaucoup mieux, pas dans le contenu, juste dans la forme, parce que j'avais filmé ça correctement avec les caméras, la lumière, voilà, ça change tout. Et puis surtout, il y a des gens qui ont commencé à m'écrire, me poser des questions. Moi, j'arrive pas à faire ci, moi, j'arrive pas à faire ça, des tas de choses. Et puis, au début, c'était 2, 3, et puis c'était 10, 20, et puis c'est devenu tout le temps, tout le temps. Et donc, ça m'a donné plein d'idées. Je me suis dit, ah bon, les gens ne savent pas comment s'équiper au violoncelle. Oui, bien sûr, il y a plein de gens qui commencent tout seuls et qui savent pas comment s'équiper. Bon, allez, je fais une vidéo là-dessus. Et j'ai eu comme ça un océan d'idées, de plein de problèmes que se posaient les personnes. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos pour répondre à ça. Donc, bon, c'était à côté de tout, c'était dans mes heures de loisirs. Et j'ai pris goût au fait de déjà le faire. J'ai commencé à me retrouver dans cet exercice, une nouvelle manière d'enseigner qui devait s'adresser à tous, où je devais prendre en compte tous les problèmes tous les problèmes sur un sujet, par exemple tenir son archet. Bon, il y a les bases, mais il y a aussi tous les problèmes que j'ai pu rencontrer pendant des années de plein d'élèves, et j'ai essayé de penser à tout pour, dans une vidéo, pouvoir m'adresser au plus de monde possible. Non seulement je voyais que ça marchait, que j'aidais du monde, mais en plus les gens revenaient avec d'autres questions, et ça me plaisait ça m'a plu d'avoir cette demande, et j'ai continué comme ça petit à petit. Donc là, t'es youtubeuse, tu as beaucoup d'abonnés, tu as fait plein de tutos, il y a plein de choses, il y a des questions, des réponses, il y a un échange. Enfin, il se crée ta communauté commence à naître, et il y a la genèse de ton projet de Cello Pro. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a germé? Donc, j'ai commencé mes vidéos en mars 2020, et une petite année après, en janvier 2021, j'avais beaucoup de tutos, j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient si je donnais des cours, j'avais beaucoup de demandes, donc c'était super. Mais je me rendais compte aussi que j'avais beaucoup de personnes qui étaient loin, qui n'étaient pas du tout à côté, qui voulaient des cours sur Zoom, qui étaient vraiment parfois expats, parfois à l'étranger, au Canada beaucoup, au Québec. Et j'avais cette demande d'avoir des cours plus approfondis sur certains morceaux. On me disait, moi je travaille le feuillard, telle pièce de feuillard, j'aimerais bien pouvoir le travailler. Et je me disais, mais comment je peux faire pour faire une vidéo, pour faire travailler un morceau? Et en fait, je me suis dit, mais si, c'est très simple, il suffit que je le fasse travailler comme je le ferais travailler un élève, sauf qu'il faut que je fasse travailler chaque note en pensant à tous les problèmes que tous mes élèves n'ont jamais eu sur cette note, de faire travailler, de décortiquer la pièce pour que quelqu'un qui la regarde
apprennent correctement la pièce, puissent pouvoir la jouer de A à Z. Et donc ça me paraissait en même temps impossible parce que j'avais jamais fait ça, j'avais pas vraiment vu ça être fait. J'avais vu des choses qui y ressemblaient dans des formations un peu, enfin des formations anglo-saxonnes notamment, mais je voyais pas comment je pouvais donner un cours de qualité et surtout arriver à un vrai résultat, parce que j'avais vu des trucs de personnes qui faisaient ça, mais je trouvais ça un peu, je trouvais pas ça très bon, je trouvais ça que ça marchait pas. Je me suis dit bon bah voilà, il y a quelque chose à peut-être créer, mais est-ce que c'est possible? Voilà. Donc alors je me suis dit à cette époque-là, je me suis dit bon bah moi je fais travailler la méthode de Feuillard à tous mes élèves depuis longtemps, j'ai juste à prendre la méthode de Feuillard et à la faire travailler. Et là je me suis dit mais quand même Jeanne, t'arrêtes pas de te plaindre en fait du Feuillard. Les morceaux sont pas assez progressifs, tout est un peu tout trop dense, les leçons passent trop vite. Bon, les morceaux c'est aussi les mêmes que tu fais travailler depuis des années. Bon, il n'y a pas que Feuillard, hein, il y a d'autres méthodes que j'utilisais, mais le Feuillard est un peu au centre de beaucoup de l'enseignement de beaucoup de violoncellistes, et parce que c'est une méthode aussi très très bien faite. Donc je me disais mais est-ce que ce serait pas l'occasion de créer mes propres morceaux, mes propres exercices. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis décidée, début 2021, je me suis dit, je vais écrire un bouquin d'exercices, un bouquin de méthode pour donner les cours de cette méthode. Donc, j'ai écrit une trentaine de pages, bon, ce qui correspond au premier niveau de la formation. Je voulais faire la première année de violoncelle où on arrive à la fin de l'année à poser les 4 doigts sur une corde. Et puis, quand j'ai fini de créer la méthode, donc papier, en parallèle de ça, je continuais à faire plein de tutos, donc j'avançais aussi au niveau de mon expérience avec la vidéo. Et je me suis lancée dans un vrai cours où je faisais travailler en fait chaque exercice. Et là, je faisais travailler chaque note, chaque exercice, et c'était des cours beaucoup plus longs. C'était encore mieux que les cours particuliers parce que non seulement j'avais aucune limite de temps, en plus, j'avais l'impression de pouvoir donner mon meilleur cours parce que je pouvais refaire, être encore plus précise, rajouter des choses. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de rajouter des choses s'il y a besoin pour enrichir encore le cours et permettre encore une fois de toucher le plus de monde. Alors, est-ce que je me disais que ça pouvait remplacer un prof? Non. Parce qu'un prof s'adresse à une personne et donc il y a quelque chose d'unique qui se crée. Mais moi, je pouvais peut-être pas aider autant chaque personne, mais je pouvais aider vraiment plein de personnes. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai tout refait, j'ai tout recommencé à zéro plein de fois, voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec une formation et c'était une nouvelle vie entrepreneuriale qui s'ouvrait à moi parce que j'étais plus juste professeur. Là, j'ai dû vraiment créer comment faire pour créer le lien, par exemple. Donc, j'ai créé un cours commun mensuel qui permet à chaque élève de me retrouver tous les mois. Ça se fait sur la plateforme et c'était une manière de rassembler tout le monde tous les mois. J'ai essayé comme ça de recréer une vraie école de musique en ligne avec toutes les limitations que ça avait, mais en même temps avec beaucoup plus de possibilités d'une autre manière. Donc tu as dû quand même bousculer pas mal de codes parce que apprendre un instrument à cordes à distance, c'est pas traditionnel du tout. Tes pairs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors oui, donc c'est pas traditionnel du tout. Je pense que par rapport à mes collègues, ceux qui sont pas d'accord, ils se manifestent pas vraiment. J'ai pas eu de gros bouts de la communauté, sauf de la part de mon directeur de conservatoire quand j'ai démissionné de mon poste et qui me demandait comment j'allais gagner ma vie. Bon, déjà la question m'a un peu perturbée. Il m'a dit mais comment vous allez faire maintenant? Je fais j'ai une école en ligne. Et il m'a dit mais vous faites de la concurrence déloyale à toutes les institutions françaises. Et donc, je me suis dit, bon, ok, donc si lui, il pense ça, il me le dit en face, ça veut dire qu'il n'est pas le seul. Forcément, il y a plein de personnes qui doivent penser que ça ne fonctionne pas et que même ça dessert l'enseignement traditionnel. Après, ça ne m'inquiète pas du tout parce qu'il y a énormément de personnes qui reviennent vers moi et qui me disent que c'est génial et que pour eux, ça a changé leur vie et que ça leur permet d'apprendre le violoncelle alors qu'avant, ils n'avaient même pas la possibilité de l'imaginer parce qu'ils n'avaient pas de professeur à côté de chez eux, ils n'avaient pas
de conservatoires qui les acceptaient. Et là, je vous parle des élèves, mais même les professeurs. Toutes les semaines, tous les jours, j'ai des collègues qui m'écrivent pour me remercier de mes vidéos qui aident leurs élèves, qui leur permettent de gagner du temps en cours maintenant. Des élèves qui ne peuvent pas forcément accepter, ils les envoient chez moi. Je suis contente d'être devenue aussi utile au paysage pédagogique français au violoncelle, dans le sens où j'offre une alternative pour tout un tas de personnes qui n'en avaient pas avant. Et c'est quelque chose où je me sens utile. Et j'ai besoin de sentir que ça peut aider un maximum de monde. Je pense que c'est le cas, et je pense que même si c'est pas parfait, il y a beaucoup de choses qui sont pas parfaites aussi dans le système des conservatoires en France, notamment le fait que les amateurs y ont une très petite place, qu'ils ne sont pas acceptés dans les conservatoires, qu'ils passent après les enfants, qu'ils se retrouvent avec des conflits d'emploi du temps très difficiles à gérer professionnellement. Moi, j'offre une autre alternative avec ses qualités et ses défauts, mais je pense avoir créé quelque chose qui aide pas mal de monde. Ça me rend très heureuse de voir que les gens viennent s'inscrire à mes formations, et puis surtout viennent s'inscrire à la suivante et à la suivante et à la suivante. Et quand j'en crée, ils sont tous toujours là, et depuis, j'ai une communauté d'élèves qui grandit de plus en plus, et ça me donne une énergie pas possible pour continuer à créer encore plus de cours pour eux. Beaucoup d'élèves me disent qu'ils se sentent accompagnés juste en suivant mes vidéos, parce que je prends le temps de m'adresser vraiment à eux, comme s'ils étaient là, et je publie pas, je valide pas la vidéo tant que c'est pas parfait. Donc il y a déjà ça où l'accompagnement il existe dans l'enseignement, parce que c'est comme ça que je le construis, c'est pour chaque élève qui va le regarder. Comment décrirais-tu donc ta relation avec tes abonnés YouTube, et est-ce que tu as des retours particulièrement gratifiants de cette relation? Avec mes abonnés, j'ai l'impression d'avoir des échanges très très riches. Quand quelqu'un m'écrit pour me poser une question, j'ai vraiment envie de l'aider, j'ai vraiment envie de l'aider à résoudre son problème, et quand j'y arrive et que la personne avance et progresse, c'est juste des tas de petites relations très riches qui se nouent. Alors ces personnes, je les rencontrerai peut-être jamais, et puis peut-être que elles me contacteront plus parce qu'elles vont peut-être arrêter le violoncelle, ou elles vont peut-être continuer. Mais les moments où je peux, même juste par écrit, échanger avec des élèves, pour moi, c'est du fuel en fait, c'est de l'énergie, c'est de la reconnaissance de mon travail, et ça me donne des idées pour la suite. Et pour moi, c'est toujours très très riche. Et puis des retours gratifiants, oui, j'en ai tous les jours des retours gratifiants. C'est bien pour ça que je continue, c'est parce que je vois bien que ça aide. Et encore une fois, le service, l'utilité, le sens de ma démarche, elle est au centre de ces échanges que je peux avoir avec toutes ces personnes que j'aide. Alors parfois ces personnes ont un professeur qui est très bien, il n'y a aucun problème avec leur enseignement du violoncelle. Je ne dis pas du tout que je suis indispensable à tout un tas de personnes, des violoncellistes qui ont un super prof, ça se passe très très bien, mais est-ce que en plein milieu du mois d'août, quand ils n'ont pas eu de cours depuis 1 mois et que le prochain cours est dans 1 mois et demi, ils n'ont pas envie de travailler leur violoncelle et d'avoir un accompagnement, et que je suis là, c'est génial, que ce soit avec les vidéos YouTube ou avec une formation qui est complémentaire. Des élèves qui suivent mes formations, qui ont un super prof, et le prof est super content que l'élève ait aussi mon accompagnement, j'en ai plein, et c'est génial. Et je pense que mon enseignement aussi est très peu invasif. En fait, c'est comme ça que je l'ai créé. Parce que justement, moi, j'ai subi l'enseignement invasif, où on a voulu me faire des trucs que je ne voulais pas faire, où des manières de jouer où j'adhérais pas forcément, des styles où ça ne me correspondait pas. Et donc, non seulement je cherche à accueillir le plus grand nombre d'élèves, mais en plus de manière non invasive. Donc, j'ai très rarement le besoin de dire que les choses sont comme ça. Ça arrive parce qu'il y a des choses où je sais que tout le monde est d'accord, mais je pense que cette dimension-là aussi permet que mes cours et mes vidéos accompagnent d'autres types d'enseignements facilement, parce que tout simplement, c'est très respectueux d'une autre ligne pédagogique qui pourrait exister. Comment maintiens-tu tes élèves motivés et engagés dans leur processus d'apprentissage dans ta communauté ? Déjà, je suis à leur disposition.
parce que mes élèves me contactent quand ils veulent et je leur réponds toujours. J'ai plusieurs manières de communiquer. J'ai un groupe Facebook qui permet à tous les élèves de se retrouver. Ils postent leurs vidéos, ils échangent, ils s'encouragent. Et ça, c'est déjà une énorme source de motivation pour eux. Je suis disponible par email, j'ai tout un système de commentaires sous les vidéos ou par cours sur des détails spécifiques. Ils peuvent réagir et donc échanger aussi avec moi. Et évidemment, il y a mon cours commun tous les mois qui permet de tous les rassembler. Il y a mon stage annuel maintenant. De nombreux violoncellistes se retrouvent pour partager ensemble quelques jours de musique. Et donc, je multiplie comme ça les opportunités de garder mes élèves connectés, ou même de les connecter, parce que parfois c'est des personnes isolées aussi musicalement qui peuvent venir dans le sens où elles veulent apprendre vraiment toutes seules dans leur coin et elles se retrouvent au milieu d'une grande communauté, mais qui n'est pas peut-être imposante par son chiffre, mais pas imposante de par son attitude. On n'est pas du tout dans dans un truc où il faudrait avoir le niveau, il faudrait aller dans le bon ordre, il ne faudrait pas être en retard, suivre les cours dans le bon sens. Même si je fonctionne par promotion, j'ouvre mes inscriptions 2-3 fois par an pour avoir des promotions d'élèves qui se suivent, quelqu'un qui peut faire une pause de 3 ans peut revenir et sa formation l'attendra intacte et retrouver des personnes qui lui correspondent dans la communauté. Pour moi, c'est très important de garder cette dimension d'accueil, même si les personnes n'ont pas le même rythme. Et la formation permet en fait ce rythme différent pour chacun d'entre nous. C'est vraiment au cœur de l'évolution de ma formation, c'est de garder le lien. Et pour les garder motivés, je continue aussi à créer de nouvelles formations très régulièrement pour leur permettre de continuer l'apprentissage avec moi, continuer les cours. Donc j'en ai déjà pas mal, j'en ai une dizaine et j'en ai plein en projet à venir. Donc, Eh bien, justement, quelle est ta vision pour le futur de Cello Pro? Et y a-t-il aussi des projets dont tu souhaiterais nous faire part? Des projets, j'en ai plein, j'ai des nouvelles idées tous les jours, ça n'arrête pas. Évidemment, j'ai plein d'idées de nouvelles formations pour continuer à aider les élèves sur des sujets spécifiques, sur des pièces qui me demandent de travailler, des tas de choses différentes. Il y a la dimension du stage a pris une ampleur très importante cette année. J'aimerais multiplier aussi ce genre d'opportunités pour multiplier les moments de rassemblement, de vrais rassemblements où on peut se retrouver. Donc ça fait partie aussi des projets. Alors une dernière question, Jeanne. Quel est ton plaisir coupable au violoncelle? Alors, quand j'ai vu ton regard en me posant cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Plaisir coupable, quand j'entends plaisir coupable, j'entends qu'est-ce que je fais au violoncelle qui devrait être interdit en fait. Alors c'est vrai que en musique, mais beaucoup en musique ancienne parce que je me suis spécialisée, mais je pense dans pas mal de musique. Il y a la notion de style et de goût qui est quand même très très ancrée. Et donc quand on devient un professionnel et qu'on joue cette musique, on ne peut pas se permettre de jouer n'importe comment parce que la musique a du sens, on est quand même au service du compositeur, on est des interprètes. Et donc, il y a non seulement la dimension de la partition, mais aussi historiquement, comment on doit jouer une pièce. Et j'avoue que il y a certains moments où on peut jouer d'une manière qui est agréable digitalement, qui est agréable corporellement, mais qui n'est pas du tout dans le style. Donc je pense notamment au violoncelle, c'est assez classique, de jouer une note sans vibrato et de retarder le vibrato. Mais si on fait ça sur 4 ou 5 notes d'affilée, ça devient un manque de goût et c'est pas joli à entendre. Mais c'est très agréable à faire. Réussir à cultiver le vibrato dès le début de la note, c'est difficile. C'est plus difficile que de s'installer bien sur une note, c'est bon, c'est juste et tout. Et là, hop, on vibre. Et il y a en plus, souvent, ça crée un ventre dans la note qui est pareil dans le milieu, dans beaucoup de musique. Mais encore une fois, moi, je pense à la musique ancienne. Il y a quelque chose qui est pas très goûtu, quoi. C'est pas, en général, on cherche la direction du son et on gonfle pas n'importe comment un son au milieu. Mais il y a quelque chose de corporellement avec l'archet, avec la manière dont la main gauche commence le vibrato et l'archet tire sur la résistance de la corde, où c'est complètement coupable. Ça pourrait faire un son joli, mais c'est pas forcément dans le style.
dans le style. Et d'ailleurs, dans certaines des covers que je fais, parfois, quand je fais une cover donc, qui n'est pas du tout classique, qui n'est pas du tout, voilà, c'est une chanson connue, parfois je me dis, oh, allez, je fais ce que je veux et je crée parfois des sons que j'ai jamais eu le droit de jouer, en fait. Ou qu'on m'a toujours dit, bah non, c'est pas dans le style, on fait pas ça et tout. Et finalement, je trouve ça assez joli. Donc voilà, tu vois, je partage même mes plaisirs coupables sur YouTube. Pourrais-tu nous parler de ton instrument? Mon instrument, il a eu 100 ans cette année, en 2023. Et c'est un instrument qui m'accompagne depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc c'est un instrument que j'ai pas joué pendant 3 ans, parce que quand je suis partie aux États-Unis, j'ai bénéficié d'un prêt d'un autre instrument qu'on m'a prêté pendant mes études, donc il est resté en sommeil. Quand je l'ai retrouvé en revenant des États-Unis, j'avais peur de vouloir changer parce que l'instrument qu'on m'avait prêté, c'était une vraie machine de guerre, c'était un instrument de prêt, quoi. C'est financé par des banques, des trucs, c'était des très beaux instruments. Et en fait, j'ai retrouvé petit à petit avec plaisir mon instrument, et puis je pense que je m'en séparerai pas. On est bien ensemble. Mais retrouver ce plaisir, et surtout, avant de partir, je jouais sur cet instrument et j'arrivais pas à faire plein de choses. Et un instrument exceptionnel m'a donné le terrain pour faire des choses mieux, pour faire de plus jolis sons, d'aller plus loin dans la recherche sonore, parce que l'instrument était bien meilleur. Et en revenant, après une phase donc, de déception, parce que mon instrument n'avait pas les mêmes capacités, j'ai aussi appris à recréer ce que j'ai appris à faire avec un meilleur instrument sur son instrument. Et c'est pour ça, je trouve que c'est important aussi de le dire, parce que souvent les élèves disent « oui, mon violoncelle, il est nul ». On peut faire beaucoup de choses en fait avec un violoncelle, même entrée de gamme, même qui vaut pas beaucoup. Si on a l'occasion de jouer sur un meilleur instrument, on peut s'auto-enseigner soi-même plein de choses, parce que l'instrument va avoir plus de possibilités, et après on peut les retrouver sur son propre instrument. Donc voilà, moi ça a été vraiment pareil, un truc en plusieurs étapes, ou même si c'est un instrument qui m'a accompagné aussi pendant des échecs, le retrouver maintenant dans cette vie, je ne considère vraiment pas m'en séparer. Merci beaucoup pour cet échange qui nous a permis de mieux te connaître, de mieux connaître notre professeur de violoncelle. Merci à vous. Merci beaucoup, oui, de t'être prêté au jeu de l'interview inversée. Aimerais-tu dire quelque chose pour conclure cet échange ? Déjà, merci à vous, parce que vous êtes là tous les deux aujourd'hui, mais vous représentez tous les élèves qui ont participé à cette interview, parce que des dizaines d'élèves ont posté leurs questions pour en savoir un peu plus sur mon parcours. Et moi, en tant que professeur, ça m'a beaucoup touchée d'avoir cette demande, cet intérêt. Donc donc déjà, je voudrais remercier tous les élèves qui ont posé des questions. Et puis aussi, j'espère que mon parcours, qui est finalement assez atypique, qui est plein de chemins pas droits, d'échecs, de retours en arrière, de doutes, c'est parce que je suis passée par tout ça que aujourd'hui je m'épanouis dans ce projet. Donc j'espère que les problèmes que j'ai pu avoir, les échecs par lesquels j'ai pu passer, peuvent aussi aider des personnes qui doutent, qui se sentent pas forcément à la hauteur, qui ressentent les mêmes choses, qui ont même peur de se lancer dans l'instrument à cause de ce genre de problème. Et j'espère que ça peut les rassurer, les encourager, parce que c'est pas du tout parfait pour personne d'ailleurs, et je pense que c'est important de le dire. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de Jeanne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Jeanne vous répondra avec plaisir. Ciao à tous.